On regarde le passé, mais pour mieux s'investir sur l'avenir. Et on a des combats à mener aujourd'hui sur les questions d'éducation physique qui, hélas, sont des combats sempiternels, consubstantiels à la discipline, depuis les années 60. Moi, écoutez, depuis que je fais du syndicat, je n'ai jamais entendu, dans mon syndicat, de demander d'être un enseignant comme les autres. Ce n'était pas notre problème. On pense qu'on est enseignant comme les autres lorsque on participe aux luttes communes avec les autres, sur des objectifs d'émancipation sociale. J'ai dit une identité ouverte. Pourquoi? Parce que d'abord, l'identité, pour moi, c'est une synthèse plus ou moins conflictuelle d'intérêts plus ou moins proches pour un rassemblement d'actions. Et pour moi, l'identité, c'est une fiction construite. Fiction parce que quand on rassemble des collègues pour signer une pétition, faire une grève, c'est toujours le bordel. Chacun a son point de vue. Vous laissez une grève, un jour c'est nul, 2 jours c'est nul, il faut une grève illimitée. Alors voilà, c'est un débat permanent qui est assez passionnant. Parce que nous sommes connus dans le syndicalisme enseignant comme un syndicat très remuant, inassimilable pour le SNES, le syndicat du second degré. Ils ne comprennent pas. Je suis allé tous leurs congrès, dans les couloirs législatives, quand c'est comme vous venez avec nous, dans un syndicat commun. Je dis, pour l'instant, ce n'est pas une question hors du jour. Peut-être qu'elle sera un jour. Pour l'instant, je dis, ce n'est pas une question hors du jour. Mais après mes interventions, ils disaient peut-être mieux qu'il soit dehors que dedans. Parce que notre syndicat, on l'a construit, mais c'est la profession qui l'a construit. On est un outil d'une profession dans lequel le SNEP cherche à traduire au mieux les aspirations d'un point de vue synthétique. Et nous avons, j'ai envie de dire, je vais y revenir, je ne le dis pas maintenant, un package, c'est le terme actuel, revendicatif, qui fait que quand on anime cet élément-là, eh bien, nous sommes globalement suivis. Les élections professionnelles, d'ailleurs, chaque année, nous renouvellent très massivement, et je pense que les collègues ont raison. Ils sentent bien que si on se disperse, on sera croqué. C'est un risque qui n'est pas lié à la nature politique des gouvernements en place, je vais y revenir, parce que tous nous ont mis des roulements à billes sous les pattes. Tous, de droite comme de gauche. Donc, les grandes idées, moi j'y crois énormément, mais elles ne m'engagent pas trop quand c'est les autres qui les portent. En gros, 5 axes, rapidement. 1. Je crois que, qu'est-ce qui caractérise cette période? Quand un syndicat, on regarde le monde entier. Dans le SNEP, on a eu affronté quoi? Tous les grands débats de la transformation de la société française. Depuis 89, mais surtout, accélération après 89, disparition des pays dits socialistes, qui a donné des ailes au libéralisme qui est en train de nous laminer. Et quand il nous lamine, c'est des suppressions de postes, vous le savez dans les bahuts. Mais l'avenir, on regrettera le passé presque. Parce que la crise financière sur laquelle nous sommes est en train de nous mettre comme un steak haché. Donc, il y a ce premier élément. Un libéralisme qui, voyant qu'au niveau mondial, il n'y a plus d'alternative à leur propre système, s'estime tout permis. C'est le sarkozysme et la caricature de cette ligne. On se le prend et vous voyez bien que ça va être dur pour les prochaines élections. Mais en même temps, ça pèse terriblement sur toutes les décisions qui impliquent le gouvernement. Toutes. Donc, 1, les questions Europe, libéralisme, 89. 2, une évolution d'une société française qui accroît considérablement ses inégalités sociales. Crise terrible de la démocratie, et notamment des représentants politiques. On ne croit plus aux élus du peuple. Ça fait même un sourire. Troisièmement,
une expansion, un rôle accru des savoirs. L'Europe, d'ailleurs, a appelé ça la société de la connaissance, et on sait maintenant que la théorie qu'ils ont de la société de la connaissance, c'est une société de la connaissance à minima pour la grande masse de la population, et à maxima pour une élite. C'est toutes les théories des compétences et du socle commun que la France, avec la loi Fillon, maintenant le socle commun et le LPC, est en train de naître. Je voyais aller voir qui parlait un collègue qui avait 70 items. Le LPC, il y en a 98, dont 2 pour l'éducation physique. 2 sur 98. Donc il y a un débat là-dessus quand même assez sévère. Quatrièmement, des débats, une école, une société éclatée qui produit une école éclatée. Et vous savez, depuis 1981, n'ont pas manqué, chaque ministre est arrivé avec son paquet de revendications. On n'a jamais eu autant de propositions sur les transformations de l'école que depuis 1981. C'est un signe de crise terrible. Et toutes les propositions qui sont mises aujourd'hui ne font pas dans le sens de la démocratie, mais au contraire de trier très tôt les jeunes pour voir ceux qui, très rapidement, n'iront pas bien loin et qu'on va mettre dans les formations au rabais, et puis ceux qui pourront continuer allègrement les cursus les plus prometteurs. Cinquième point, sur la question du sport, un développement des pratiques incontestables, la démocratisation, j'aimerais y regarder de plus près, je n'y crois pas trop, c'est une démocratisation excessivement limitée, et en même temps qui s'accompagne d'un grand pessimisme sur le sport, notamment sur le sport de haut niveau, le sport professionnel. Mais écoutez, la profession, elle navigue là-dedans. Quand un syndicat, je regarde, je n'ai pas pu tout compter dans le bulletin, mais depuis 1981 jusqu'à 2011, grève de mardi dernier, du 27, on a dû appeler à plus de 200 manifs et presque autant de grèves. 200 manifs et presque autant. On ne parle pas des pétitions, on ne compte plus ça parce qu'on ne les disait même pas toujours dans le bulletin. Mais enfin, la réalité, c'est que quand on est arrivé en 1981, la corporation avait une habitude d'une lutte violente pour se séparer du sport. 1981 a absorbé ce sentiment-là. Jusqu'en 1986, il a été créé sur demande du syndicat un service commun de l'EPS qui est périclité et qui ensuite, dans les cabinets ministériels, il mettait plus ou moins à notre disposition un spécialiste des questions d'éducation physique. Alors bon, c'était parfois cocasse. On a eu Alain Mémoire, sous le régime Allègre, qui a donné lieu quand même à des revendications excessivement violentes. D'ailleurs, Allègre a été jeté par Jospin parce qu'il voyait qu'il ferait entièrement son rapport aux enseignants. Bon, bref, toujours est-il que l'éducation physique, on est passé d'une éducation physique comme composante de la politique sportive, dans ces années-là 81, avec la loi Mazot. Il faut se rappeler que dans la loi Mazot, article 3, la loi Mazot habilitait les clubs à venir dispenser l'éducation physique à l'école, mais il y a tout récemment, Joanneau, la ministre des Sports, avant qu'elle se taille du gouvernement, elle a sorti une assemblée du sport dans lequel, lisez-les attentivement, il y a 200 ou 300 pages, je ne sais plus, mais là-dedans, il y a les propositions qui reviennent, que les clubs, ça serait bien qu'ils reviennent à l'école et le tout team. Voilà, la boucle est bouclée, mais on ne fait pas boucler, c'est comme ça, c'est la vie, bon. Donc, on est passé de cette position-là, de la composante à, j'ai envie de dire, l'EPS comme culture indispensable à base sportive des jeunes citoyens. C'est un débat, ça. Vous avez vu ce matin les exposés, ce que vient de dire Jean-Luc. C'est un débat, et j'y reviendrai rapidement. Ce que je veux dire surtout, c'est que si on regarde ce premier flash, l'idée n'est pas encore gagnée d'une éducation physique indiscutable dans l'école. La question du socle commun est significative. Ça, c'est 2011 dont on parle. C'est pas gagné. Mais il y a des disciplines qui sont plus mal que nous. Dans un sondage, j'avais lu, alors je ne vous parle pas des SES, ça, le patronat a les dents pas possible pour les récupérer. Bon. Mais il y a aussi les disciplines artistiques. J'ai vu même le SVT récemment. Les parents trouvaient plus important que l'éducation physique soit à l'école que le SVT ou bien l'éducation artistique. Donc, il y a quand même, la corporation a su parler aux parents. Rappelez-vous qu'au moment du socle et de la lutte contre la loi
de Fillon, en 2005, on a récupéré plus de 400 000 signatures de parents. Ça s'est jamais fait. Personne n'a fait ça. Tous syndicats, tous partis politiques confondus. 400 000. Donc, quand on parle, on est quand même compris. J'ai entendu ce matin nous dire les parents ne comprennent pas, mais c'est pas vrai ça. Si on leur parle genre, mais quand les parents, on leur parle à partir des revendications qu'on porte, ils nous suivent. Quand on regarde la perspective 81-2011, cette chose-là n'est pas démentie. Je crois aujourd'hui qu'on a la question centrale de l'école, c'est de savoir si l'école doit affirmer une ambition pour tous. C'est un grand débat. Est-ce que tout le monde est capable de réussir à l'école? Si on estime que tout le monde n'est pas capable de réussir, eh bien, inventer des filières pour les jeter au plus tôt, après la 5e, la 4e, la 3e, suivant un peu l'inventivité de chacun des ministres en présence, et faire en sorte de dire, ben, écoutez, l'école, actuellement, elle ne peut plus, et là-dedans, j'ai vu récemment que l'enseignement catholique, le secrétaire général proposait, puisqu'on supprime des postes et que c'est justifié, c'est lui qui raisonne, pas moi. Eh bien, il dit, écoutez, c'est peut-être utile de se reposer la question du volume horaire dans les lycées et collèges. C'est une question qui est sur la table. C'est-à-dire, on va certainement se retrouver face, au niveau politique, à des gouvernements qui attendent 2012 pour revenir en surface et dire, oh, attendez, c'est vrai, regardez la crise financière, l'État n'a plus de moyens, etc. Alors les postes, on supprime les postes, on ne fait pas encore face à la demande. Supprimons les heures. Et remarquez, dans un sondage que vous avez fait tout récemment, qui est paru dans la presse, on revient à une situation de 1972 où nous avons des classes qui sont sans EPS. Des classes sans EPS. On va revenir au mot d'ordre que l'avait l'ancien c'est à là de dire, s'il y a des classes sans EPS, on avait demandé aux collègues de donner à toutes les classes l'horaire réglementaire et de laisser des classes sans EPS, de se battre avec les parents pour que ces horaires-là soient créés. On n'en est pas loin, je pense. Alors, le problème, c'est que dans ces actes de démocratisation, parce que c'est la question politique qui est posée à tous les gouvernements, c'est que augmentation des effectifs des collèges et lycées, du primaire, scolarisation plus précoce des jeunes de 3 ans, l'État a dit, écoutez, aujourd'hui, c'était un mot d'ordre européen que Édith Cresson, quand elle était Premier ministre, avait traduit, a dit, il y a un optimum de dépenses consacrées à l'éducation que n'importe quel gouvernement ne peut pas dépasser, sinon il ne pourra pas tenir cet engagement. Il y a des pays en Europe qui les dépassent, mais la France fait partie de ceux qui sont au minima de l'engagement des deniers publics dans le PIB. Bon, alors écoutez, l'intégration de l'éducation nationale, je la vois comment? Ça nous a permis de rentrer de plein pied dans des luttes importantes et d'élargir la conscience des collègues sur leur place, je dirais, dans le mouvement social des connaissances et des luttes sociales. Regardez, on a eu des grandes bagarres. Tu as parlé de Savary, qui s'est fait jeter en 84. C'était quand même sur un échec terrible sur la laïcité. Laïcité. Mitterrand qui refuse nationalisation laïque, un bazar pas possible. Psst. Allez, on gèle le ministre, c'est moins dangereux quand même vu des élections. On a eu Bérou, 94, chrétien-démocrate, aide au privé, manif à Paris monstrueuse, 1 million, Versailles répond, 1 million, enfin c'est dans le sens inverse. Ces collègues-là, on les a mis dans ces mouvements-là parce que ça faisait partie pour nous de la vision qu'on porte de l'école, de sa force démocratique. Mais on pourrait parler aussi de toutes les luttes menées, pouvoir d'achat, salaire, emploi, avec les confédérations, enfin bref, dans les configurations totales, de toute façon on s'en fout. Ça va être dur les retraites. Eh ouais. Et ça, le prof de gym, on lui a dit, tu vas raisonner sur le rapport EPS sport, mais retraite on s'en fout. Hein. Il vaut mieux qu'il raisonne un peu différemment. Donc c'est un peu ce que je pense. Donc, en plus, on a affronté toute une recomposition syndicale.
On était avant dans une fédération d'éducation nationale, en 92, on s'était jeté avec le SNES, parce que à ce moment-là, le Premier ministre en place, Rocard, pensait que pour faire passer sa politique, il fallait des syndicats obéissants face à lui. Le SNES, trop remuant, s'est fait jeter de la fin. On a créé la FSU, on a d'ailleurs très bien fait, parce que ça nous a permis une expansion considérable de cette fédération. Alors, c'est quoi les boussoles du SNEP là-dedans? Ce que je disais, l'identité. À mon avis, j'en vois 5. Un, c'est la question des horaires. Horaires obligatoires en volume suffisant. Les 5 heures, on y pense toujours. Quand je parlais que l'identité c'était un conflit, je ne vous dis pas, si vous dites aux collègues, bon, on m'a demandé 5 heures, ouais, t'es fou, on n'a pas d'installation, il faudrait recruter des profs, il n'y a pas de fric. Vous connaissez, vous êtes porteur de ces idées-là, je suis sûr. Voilà. Mais enfin, bon, est-ce qu'on maintient? Alors on maintient, c'est dans nos idées de maintenir la progression horaire. Deuxièmement, sur les contenus, on n'est pas là pour faire un débat, mais nous, on dit les contenus doivent être porteurs de culture. Bon. C'est un débat compliqué, ça, hein, quand on dit la culture. C'est le rapport au sport, c'est rapport ou pas au sport, quelle distance par rapport au sport, identité, ça c'est les théoriciens du sport, l'approche techniciste. Nous, on était porteurs de sport éducatif, l'idée c'est que le sport, du point de vue des techniques qu'il produit, qui sont des formes d'action humaine nouvelles, qu'il invente dans les contraintes que lui donnent les règles, était un élément d'inventivité personnelle. Voilà. Oh, je sais que Pierre parle bas. Bon, on ne va pas faire le débat ici, on a eu d'autres résultats, mais c'est un débat compliqué. J'ai vu qu'Alain Hébrard, qui est quand même un grand swinger, bon, évite un peu tous les problèmes, c'est parce qu'il reste un peu inspecteur général, mais on a eu des débats avec lui un peu violents quand même. Je le trouvais moins cool quand il était conseiller de Allègre, où on l'a pris. Là, je le trouvais bien, des contrats, voilà. Écoutez, on a eu de sacrés claques entre nous. Parce que je trouve même que sur l'évaluation, bon, c'est pas passé comme ça, hein. C'est dommage qu'ils soient partis. Bon, importe peu. Troisièmement, une question du sport scolaire. Mais le sport scolaire, c'est consubstantiel au métier. Ça a été une invention des profs de gym au départ. Et moi, je trouve incroyable qu'on commence à me dire, mais si on supprimait le sport scolaire, 4500 postes, on pourrait donner, par exemple, 4 heures à tous les élèves dans le collège. Et certainement un peu de reliquat dans le lycée. C'est un scandale qu'il n'y ait que 2 heures dans les lycées. C'est un scandale qu'à l'université, il n'y ait pas de sport. Ben écoutez, mais moi, si on commence à dire, on va déshabiller un tel, parce qu'on pourrait dire, les profs de discipline finalement artistique, on peut leur piquer quelques horaires, ils sont 4000. Hein? Non, c'est pas possible, ouais, comme ça. Donc moi je crois que, ou bien on pense que le sport scolaire c'est une question essentielle dans la perspective professionnelle. Ce que les collègues font, parce que les 3 heures de l'AS n'ont pas été rétablies. Le décret existe toujours. Le décret n'a pas été abrogé, 60. C'est une vague circulaire, parce qu'ils se sont agenouillés très rapidement quand même, le blanc. En 81, quand il a fallu remettre en place les 3 heures. Il a dit, ouais, c'est compliqué, tu comprends, un décret, l'arrêté 60, bon, on va faire une circulaire. On vit sur une circulaire. On vit sur une circulaire. Ouais. Et chaque année, d'ailleurs, à la rentrée, il y a un recteur, bien intentionné, qui est au collège, bon, écoutez, là, les 3 heures, c'est que 2 heures après l'arrêté. Et on mène des bagarres, voilà, vous le savez, vous avez été confronté à ça. La réalité, elle est là. Bon. Alors, et ensuite, 5e élément, 4e élément, c'est d'abord des enseignants en nombre suffisant et qualifié. C'est une bagarre. Regardez les recrutements au CAPES. On mène un combat de chiens. Alors, ça remonte un peu. Ben, enfin, on a perdu 5000 enseignants quand même avec la RGPP. 5000. C'était les coûts qu'on a payés. Et quand je parle d'anciens qualifiés, on a le droit, on nous a foutu des PEGC dans les pattes en 72. On avait mis les PA qui traînaient depuis longtemps. On les a arrêtés en 82, 3, 4, je ne m'en rappelle plus. La décision a été prise en 82 et le recrutement arrêté en 82. Voilà, bon, enfin. Mais ça n'a pas été une histoire simple, cette histoire-là. Et ensuite, moi je crois, il y a la question des installations sportives, on n'en parle jamais. C'est quoi parler de contenu sans installation? Moi, je dis toujours, le drame éducation physique, c'est qu'on a des collègues énormément qualifiés qui ne peuvent pas rendre leur qualification parce qu'ils n'ont pas les installations pour les mettre en œuvre.
C'est quand même pas mal, ça, non? Aujourd'hui, on est là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça? On a, face à ça, on a un kit de survie ministériel. J'appelle ça le kit de survie. Parce qu'ils ont pioché dedans, la droite et la gauche. Alors, pression sur les recrutements. Alors, ou soit sur les niveaux de qualification. En 89, quand même, on nous avait proposé des profs bivalents. Pour les collèges, profs bivalents, parce qu'il y avait des divisions, collège, primaire, première. Ensuite, un lycée certifié, supérieur, agrégé. On a commencé à diminuer, ils ont diminué le recrutement. Et je crois que c'est une question essentielle. Aujourd'hui, le ministère, sous la pression des finances publiques, qui ne veulent pas un meilleur état, eh bien, les profs, les fonctionnaires payent ces recrutements. Ensuite, expédients de toutes sortes. On avait les CAS, bon, 72, c'est presque sympathique, mais on a eu des circulaires calme achèvement, ATS, aménagement du temps scolaire. On a vu les CATE, l'ARD, l'ARVEJ, les contrats éducatifs locaux. On a eu les rythmes scolaires de Guidru en 96. On a maintenant l'accompagnement éducatif et le SPAM. Le sport l'après-midi, je trouve c'est beau SPAM. On a eu les contrats bleus du temps de Bergolin, t'as raison. Bon, je voulais citer, mais enfin, pour vous donner un baril, ils ont tous recours à ce truc. Dès qu'ils sont en difficulté, olé. Vous voyez, on a décidé, nous. Rien. Les spams, on a fait, il y a une enquête que nous avons faite, on sait là-dessus que sur cette enquête, c'est bidonné. Ça m'inquiète, ils mettent des prix considérables là-dessus. 20 millions du CNDS sur les contrats bleus. Ensuite, attaque sur le sport scolaire, bon alors c'est simple, hein, c'est la dernière en date, on a eu Leblanc qui était quand même sous l'ère de Langue. À Langue, nous avons fait un rapport assez meurtrier sur lequel on était obligé d'être un peu violent. Et bien, De Robien nous a sorti un truc équivalent. Sur refaire le statut, parce que sur le sport scolaire, le voulant le faire passer la trappe. Je comprends bien qu'il y a des débats sur le problème du statut, mais la question du statut nous y tâchons. Nous on dit le statut des profs de PS, c'est un statut qui est obligatoirement avec du sport scolaire dedans. Non pas de reçu, comme élément constitutif des sports scolaires. Ensuite, donc, on peut avoir aussi des attaques sur les horaires. Donc aujourd'hui, de fait, 4 heures, 3 heures, 2 heures, pas respectées. Je crois qu'au final, si je devais faire un bilan, c'est dommage qu'ils se soient arrêtés. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Luc sur le bilan, pas sur l'intégration conceptuelle, ça, bon, non, pas quand même, non. N'exagérons rien. Bon. Mais regarde, sur tout ce que tu dis, groupe PS, IG, non, je suis d'accord. Mais tu en oublies quelques-unes. Et non, mais une qui est très importante, c'est la loi Avis de 84, qui est dans le code du sport, et qui reconnaît à l'éducation physique une place dans la lutte contre l'échec scolaire, etc. Et ça, c'est essentiel. On s'est battu à plusieurs reprises, ça fait chier. De dire, le code du sport, il rêve de le faire péter, ce truc. Ils y arriveront, peut-être, le même film a fait. Voilà. Il y a quand même les 4 heures en 6e en 94. Les 4 heures en 6e. Il y a les options facultatives en 99, avec l'option de détermination et de complément, en lycée. Maintenant, exploration, truc. Il y a des installations sportives, ça a considérablement avancé. On avait fait une menue de campagne, on avait mis des cartons rouges, cartons verts, cartons jaunes aux collectivités. On s'est fait insulter de partout par les autres syndicats, disant ouais, vous allez vous mettre les présidents de conseils généraux, régionaux, les maires à dos. Finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Les maires ils ont dit, c'est pas con ce que vous faites là, ça nous oblige de... Donc, les installations sportives, ça a un peu avancé, pas à hauteur de ce que les autres ont fait. Moi, je pense que bon, le sport scolaire, c'est encore sauvé, mais on le sauve chaque année. Puis bon, mais en fait, ça fait un bail qu'on le sauve. Non, je ne désespère pas. Bon, je ne parle pas sur les contenus, parce que c'est un débat. Moi, j'aimerais qu'il y ait presque un travail un peu sérieux, spécifique là-dessus, sur les contenus. Mais je crois, à mon avis, que toutes les questions, toutes les commissions qui sont mises en place, verticales, horizontales, en biais, en profondeur, ils ont tout inventé. Moi, je crois que cette question-là, il faudra qu'on la reprenne, mais à mon avis, moi écoutez, j'avais demandé de tout temps que dans chaque département et académie, on mette en place des commissions pédagogiques. Non pas constituer des copains de l'IPR, parce que c'est une habitude ça. Il y a des trucs comme ça, comme disait le général de Gaulle, politique de copains et de copains. Mais non, des trucs comme on met en place des CAP. Hein, élus par les collègues. Ça, c'est pour moi, les collègues, ils votent. Et que ces commissions aident et entretiennent un débat permanent sur les programmes à partir de l'expérience des collègues. Moi, je ne suis pas
un homme qui mythifie l'activité professionnelle des collègues. C'est-à-dire tout ce que font les collègues n'est pas nécessairement juste. Par contre, on ne fera rien si on n'est pas capable, collectivement, j'entends collectivement, non pas les inspecteurs seulement, mais tout le monde, d'expertiser ce que font les collègues. Et là, il faudrait mettre en place des commissions pédagogiques, départementales, régionales, pour avoir ce débat-là. Vous savez, moi j'ai vécu en 72, en 70 à Nancy, où on avait mis une formation continue entièrement autogérée. L'IPR, lui, faisait des convocations. On décidait du contenu, on avait élu des collègues par secteur, etc. C'est une expérience extraordinaire. D'ailleurs que tu relates un peu, parce qu'à un moment, Perrault était allé, je crois, à Lyon voir le recteur, parce que nous, on avait le côté des copains de Lyon, dans lequel ils dit, ils veulent faire de l'autogestion. C'était l'horreur de l'horreur, ça, hein, faire de l'autogestion dans les administrations. Mais on avait acquis. C'était quelque chose de précieux qu'on a totalement perdu actuellement sur la formation continue. On a perdu la formation continue, et deuxièmement, on a perdu réglementairement, je veux dire, et on a perdu même sur son contenu. Donc, ce point-là, à mon avis, elle est pas en voie. Donc, écoutez, ces éléments-là, comme ça, c'est mettre, j'ai envie de dire, à l'actif, je dirais, de ce que la profession a su mettre en place pour se protéger et préserver un peu son avancée vers l'avenir. Moi, je crois que, pour terminer là-dessus, je termine, nous sommes, on n'est pas dans une situation, en gros, l'éducation, grande éducation nationale, c'est pas du tout, on n'a cédé à aucune orthodoxie. Je peux vous dire qu'on nous a toujours regardés comme des lapins mystérieux. C'est-à-dire, les cabinets nous ont reçus à chaque fois en disant « Ah, l'éducation physique !» On allait au Conseil supérieur de l'éducation, chaque fois que la question des programmes, c'est quand même assez folklorique, la question des programmes était débattue au Conseil supérieur de l'éducation, 80 personnes, j'ai pas de 10 ans, c'était, tout le monde disait « Ouais, là, il va y avoir du sport ». C'était vraiment, c'était ça. Hein. Le Conseil supérieur était à feu et à sang dans les débats sur les programmes. Mais vous savez, on a eu des remplaçants. J'ai assisté à des débats considérables sur la philo et sur le français, que je trouvais que nous, presque on nous avait volé la vedette. Je pensais que les philosophes, ils étaient un peu plus sereins que ça, et les profs de français, je ne vous dis pas, les murs étaient couverts de sang. Bon. Et ici avancent les choses. Donc, écoutez, j'en reste à ça. Mais, pour une idée quand même, c'est que la crise du sport fait qu'aujourd'hui, dans le sport, il y a des forces qui s'organisent pour demander un retour des profs de PS au ministère des Sports. Il y a un syndicat de l'UNSA, le SNAPS, qui demande ça explicitement, demande un retour des enseignants. Bon, je pense que le collègue lui dit, bon, on a toujours le droit de réagiter quelques petits trucs à un moment, mais massivement, je pense qu'on a entre nous à avoir entièrement confiance sur le chemin qu'on a tracé. Moi, je suis d'accord avec toutes les difficultés qu'on a pu mener, et je dois vous dire, ayant eu pendant 10 ans la charge du syndicat, que si vous regardez mes mains et si vous demandez qu'elles soient propres, elles ne sont pas du tout. Parce que c'est traduit parfois dans les livres de Jean-Luc, quand on agit, on fait ce qu'on peut pour sortir la tête haute du conflit. C'est une loi du syndicalisme. On laissera méditer cette dernière